HTML, c'est le langage d'Internet tout entier. Absolument toutes les pages que vous visitez sur Internet commencent avec du HTML. Aujourd'hui, vous allez apprendre à en écrire, à créer un petit site ultra performant avec, et même à le mettre en ligne gratuitement. Si vous souhaitez apprendre à coder pour créer des sites web, des applications ou même des SaaS, il y a de fortes chances que cette vidéo soit la parfaite première étape pour vous et pour vous faire entrer dans l'univers du code. Pour cette vidéo, tu as juste besoin d'un ordinateur, donc Windows, Mac ou Linux, tout fonctionne. Et c'est tout, pas besoin d'un ordi puissant, pas besoin de compétences, un ordi basique te suffit, t'as besoin de rien d'autre, je te montre tout dans cette vidéo. HTML, ça permet de définir la structure d'une page, de dire qu'il y a un bouton, une image, un paragraphe, un tableau, etc. Mais attention, avec seulement HTML, vous risquez de vous retrouver avec un site des années 90. Pour donner un peu de style à notre site internet ou notre application, on utilise du CSS. Ça nous permet par exemple de donner la couleur ou la taille d'un élément et même de faire varier ses paramètres en fonction des dimensions de la fenêtre sur laquelle est ouverte votre application. Avec HTML et CSS, vous pouvez donc faire un site vitrine complet, performant et joli. Mais quand vous allez vouloir commencer à intégrer de l'interactivité, c'est-à-dire à faire en sorte que, en fonction d'une action utilisateur, on modifie le HTML et le CSS. Par exemple, s'il y a un sélecteur et que la personne doit sélectionner quelque chose en fonction du résultat de ce sélecteur et bien afficher quelque chose d'autre à l'écran, et bien c'est le moment d'utiliser JavaScript. JavaScript, c'est un vrai langage de programmation complet qui permet de faire des variables, des boucles, des conditions, etc. Voilà, on a déjà vu les trois langages que comprennent absolument tous les navigateurs et c'est les trois seuls qui comprennent. Donc que ce soit Chrome, Firefox ou encore Safari et que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Il n'y a que ces trois langages-là et avec ça on peut faire énormément de choses et justement on commence tout de suite avec HTML. Donc il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que cette vidéo elle te serve pas à rien. Je veux vraiment que tu aies appris quelque chose après cette vidéo et que tu aies fait des choses, que tu sois passé à l'action. Donc s'il te plaît, tu prends ton ordinateur, tu vires les distractions, tu vires ton téléphone, tu l'éteins, tu ouvres cette vidéo sur ton ordi et à côté tu ouvres une autre page web et tu me suis, tu fais la même chose que moi, au moins pour les premières étapes. Après tu pourras créer le site que tu veux évidemment, mais en tout cas pour commencer il faut que tu me suives. Allez vas-y, mets-toi en place, on est parti. Donc voilà, on est sur un ordi complètement vide, il n'y a rien dessus. Vous voyez que si j'ouvre le navigateur, il n'y a absolument rien et là je vais vous montrer absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc on va commencer par installer un éditeur de code. Un éditeur de code, donc par exemple Visual Studio Code. Donc je tape tout simplement VS Code et là voilà, je refuse les cookies et je suis sur le site de VS Code. Ça, c'est un éditeur de code tout simplement. Donc là, on télécharge ça pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous installez pour Mac, etc. Rien de plus simple. Là, donc je comprends, suivant et installé. Normalement, je pense que je suis prêt pour mon éditeur de code. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, c'est en train de s'installer. J'ai juste fait VS Code, télécharger, suivant. Donc voilà, tout le monde peut le faire. Donc là, il me propose de l'exécuter automatiquement, c'est ce que je vais faire, donc je vais terminer. Donc je n'ai pas décoché la case, voilà. Et du coup, mon éditeur de code est ouvert. C'est super. Là, je vais l'épingler à ma barre des tâches en faisant clic droit et épingler à la barre de tâches pour qu'il reste tout le temps en bas et que je puisse l'ouvrir facilement. Ensuite, je vais juste le mettre en français du coup. Donc du coup, le langage, Browse Language Extensions. Et du coup, là, je suis arrivé dans le menu des extensions. Je vais juste taper French. Et normalement, voilà, French Language Pack, ça permet de mettre le logiciel en français. Il me propose de redémarrer. Je clique sur ça. Et normalement, je devrais avoir maintenant mon logiciel en français. Voilà, parfait. On a notre éditeur de code qui est en français. Je vais l'ouvrir en plein écran. Et là, voilà, on peut fermer le panneau de bienvenue. Je vais vous montrer rapidement l'interface du logiciel et comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a un explorateur de fichiers. Et donc, par exemple, ici, je peux ouvrir un dossier. Donc, je vais me créer un dossier pour mes projets. Donc, je vais aller, par exemple, dans mes documents. Et puis, je vais créer un nouveau dossier et je l'appelle projet HTML. Je peux donc cliquer dessus pour l'ouvrir et faire sélectionner un dossier. Et donc voilà, là j'ai ouvert le dossier HTML. Donc là on me demande si je veux faire confiance aux auteurs. Je fais oui. Là j'ai ouvert mon dossier dans mon éditeur de code. Vous voyez que si je vais dans mon explorateur de fichiers et que je vais dans documents, effectivement il y a bien projet HTML et je suis dedans. Donc là je vais créer un fichier à l'intérieur qui s'appelle test.html par exemple. Et donc là, si je retourne dans mon explorateur de fichiers, on voit qu'effectivement, il y a un fichier test qui a été créé tout simplement. Si je clique dessus, donc je vais mettre le navigateur par défaut Chrome, ça me va très bien, et que je fais OK, eh bien voilà, j'ai une page vide qui s'affiche tout simplement parce que j'ai créé ma première page HTML juste en créant un fichier. Vous voyez que c'est super simple, j'ai cliqué sur le petit icône de fichier et là, j'ai créé un fichier HTML
et j'ai déjà une page web. Elle est vide, mais j'ai une page web. Donc avant de continuer, je vais faire un rapide tour du reste du logiciel. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est un explorateur de fichiers. Si par exemple je crée un dossier que j'appelle coucou, eh bien tout simplement, ça va s'afficher comme ça et je peux mettre à l'intérieur de mon dossier un fichier test par exemple. Et donc tout simplement, un explorateur de fichiers, rien de plus simple, c'est tout pareil que ce que vous avez ici, vous voyez, coucou, et quand je clique dedans, j'ai test. Là, je peux revenir en arrière. Donc, c'est exactement la même chose que l'explorateur de fichiers de Windows, juste il est intégré à l'éditeur de code, ce qui est beaucoup plus pratique. Puisque généralement, on ne bosse pas sur un seul fichier, il y a plein de fichiers différents qui constituent votre site internet ou votre application. Donc voilà, on a l'explorateur de fichiers, on a ici la recherche. Si par exemple j'écris essai ici, que je fais enregistrer donc avec CTRL-S ou Command-S si vous êtes sur Mac, eh bien, quand je vais faire une recherche et que je tape essai, eh bien, voilà, il a retrouvé le mot essai dans mon fichier texte. Donc là, il n'y a absolument aucun intérêt puisque j'ai qu'un seul mot dans mes fichiers, donc ça ne sert à rien. Mais par contre, quand vous avez beaucoup de fichiers et que vous cherchez quelque chose, eh bien, tous les fichiers se listent ici et vous pouvez voir toutes les occurrences du mot que vous avez tapé à l'intérieur de vos fichiers, donc c'est super pratique. Ensuite, ici, on a Git pour faire le contrôle de version, donc ça, c'est super utile, il va falloir que vous appreniez à l'utiliser, on va pas le faire dans cette vidéo, mais en gros, si vous voulez, c'est un système qui vous permet de gérer des versions de votre code et d'enregistrer à chaque fois que vous faites une modification importante. Ça vous permet, si vous faites une bêtise, de revenir en arrière, ou si par exemple vous utilisez l'IA et qu'elle fait n'importe quoi, bah pareil, de revenir en arrière. Ça vous permet aussi d'avoir toutes les versions et de vous dire ok, dans cette version-là, j'ai modifié ça. Ah, moi, j'aimerais bien récupérer l'ancienne version parce que c'était mieux. Et donc, vous pouvez récupérer juste le fichier que vous voulez, etc. Donc, c'est vraiment hyper important. Et en plus, ça s'intègre avec GitHub, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et donc, GitHub, c'est, si vous voulez, comme un Google Drive, mais fait pour le code, tout simplement. Et donc, qui s'intègre avec Git et qui gère toutes les versions et qui est vraiment optimisé pour le code. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, ici, bon, bah là, c'est pour exécuter des fichiers, on ne va pas s'en servir. Et ici, c'est pour installer les extensions, comme on vient de le faire. Moi, d'ailleurs, je vais vous montrer une extension que j'utilise très souvent, que je trouve très pratique. C'est VS Code Icons et ça permet d'avoir des icônes plus claires que celles qui sont présentes par défaut. Donc, on va le faire. On va faire VS Code Icons. Des extensions, il y en a des milliers. Donc là, je vais faire installer tout simplement. Et approuver l'éditeur et installer. Et donc, il y en a des milliers, voire des millions, je pense, d'extensions que vous pouvez utiliser. Donc là, il me propose de sélectionner le thème d'icône. Donc, je vais cliquer sur VS Code Icons. Et donc, voilà, des extensions, vous pouvez en installer énormément. Et voyez, regardez, maintenant, c'est devenu un dossier, donc c'est un peu plus clair. Et là, on voit que c'est un fichier, il n'a pas d'extension, donc du coup, il ne peut pas le reconnaître. Et ici, on voit qu'il y a le logo HTML qui s'est affiché. Donc voilà, je trouve que cette extension est très pratique et c'est pour ça que je vous conseille de l'installer. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de l'essentiel, on va dire, de l'éditeur de code. De toute façon, à chaque fois que je vais faire un raccourci clavier ou que je vais utiliser une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, eh bien je vais la détailler. Donc voilà, on peut déjà commencer avec cette vidéo. Donc je vais supprimer le dossier coucou puisque pour l'instant, il ne sert à rien. Et puis je vais renommer mon fichier HTML pour l'appeler index.html. Pourquoi? Parce que généralement, le premier fichier, donc celui qui est ouvert en premier, ça permet au serveur de se dire « Ok, c'est ça qu'il faut que j'ouvre quand j'ouvre l'application en premier ». Et donc si je vous donne un exemple, on va créer un paragraphe. Pour créer un paragraphe, eh bien je mets P et tout simplement je fais « Entrée ». Et là, j'ai un paragraphe qui a été créé. Donc je peux écrire du texte dedans, donc du texte tout simplement. Et pour enregistrer, donc CTRL-S ou Command-S, ou alors vous pouvez faire fichier enregistré, hein, voilà, ce que je ne fais jamais puisque je connais le raccourci clavier et que je vous conseille de le connaître aussi. Si maintenant je retourne dans mon explorateur de fichiers et que je clique sur le fichier pour le rouvrir à nouveau puisque je l'ai renommé, donc du coup voilà, je vois que j'ai du texte qui est écrit et que j'ai carrément fait une faute d'orthographe, c'est pas bien. Je vais également zoomer ici. Normalement, je peux le faire avec mon clavier, mais là, ça marche pas comme c'est un contrôle à distance. Et donc voilà, j'ai mis mes deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Ce sera plus pratique et je vais rajouter un E à texte. Je peux faire à nouveau CTRL-S ou Command-S et puis actualiser. Donc pour actualiser, soit vous cliquez ici, soit vous faites le raccourci clavier, c'est CTRL-R comme refresh, comme actualiser, ou alors Command-R si vous utilisez un Mac. Donc là, c'est cool. On a un paragraphe. Rien de plus simple. Moi, ce que je vous propose, c'est d'ajouter un titre. Pour ajouter un titre, donc on écrit H
Et ensuite, on met un nombre, donc soit H1, H2, H3, H4, H5, H6. Plus le nombre va être grand, plus le titre va être petit. Je suis d'accord, c'est pas très logique, mais si par exemple je prends H4 et que je mets petit titre, et puis que je mets par exemple H1 entrée et que je mets grand titre, et que je fais CTRL S ou commande S, j'actualise et on voit que là j'ai donc mon grand titre, mon petit titre et mon paragraphe avec juste du texte qui est écrit. Donc ça y est, vous voyez que ça n'a pas été compliqué, vous savez déjà créer une page internet. Là vous avez votre première page, tout simplement, vous l'avez ouvert dans le navigateur et ça fonctionne super. Après c'est vrai qu'afficher un paragraphe et des titres, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon déjà je pourrais faire un paragraphe un peu plus intéressant. Pour avoir un peu plus de texte, je pourrais utiliser un truc qu'on appelle l'orem. Et l'orem, eh ben, lui, il permet de générer du texte aléatoire en latin pour permettre d'aller plus vite et de tester des choses. Donc si je mets l'orem 50, ça va me générer par exemple 50 mots. Et si je fais entrer, eh bien, quand j'enregistre et que ici je vais actualiser, eh bien, j'ai 50 mots aléatoires qui ont été générés en latin. Et ça me permet voilà, d'avoir un paragraphe d'exemple pour tester mes données. Je crois que j'aurais pu utiliser juste l'orem tout seul. Donc là, ça me fait une phrase, j'ai l'impression. Donc je vais cacher l'explorateur ici, ce sera plus pratique. Et si je mets par exemple l'orem x2, je crois que ça fait, voilà, ça fait deux phrases tout simplement. Donc si je fais CTRL S et que j'actualise ici, voilà, j'ai deux phrases dans mon titre, donc c'est absolument n'importe quoi, c'est abominable. Donc je vais retirer ça, je vais remettre grand titre, et donc là je vais réactualiser, et voilà. Donc on a vu les titres, les paragraphes, peut-être qu'on peut voir d'autres éléments, mais ce que j'aimerais bien vous montrer en premier, c'est comment on fait un commentaire. Puisque en fait, des fois, on a envie d'écrire un commentaire dans le code pour, en tant que développeur, se dire « Ok, là j'ai fait ça, là c'est ça », pour se donner des commentaires, pour s'aider tout simplement ou documenter certaines parties. Mais on ne veut pas que les commentaires s'affichent à l'écran. Si par exemple ici je veux dire que c'est un grand titre, bon c'est un peu écrit dans le titre mais voilà, si j'écris grand titre comme ça, eh ben ça va apparaître sur la page. Si je fais enregistrer et que j'actualise, là le grand titre il apparaît sur la page. Donc c'est pas terrible, moi j'aimerais bien que ce soit un commentaire et que donc je le vois dans le code mais pas sur la page. Donc pour ça je vais tout simplement ouvrir une balise. Je mets un point d'exclamation, je mets deux tirets, et voilà. Ici, je peux écrire « Ceci est un grand titre ». Et si je fais CTRL S et que j'actualise, effectivement, vous voyez qu'on ne voit pas le texte que j'ai écrit, on ne voit pas que c'est écrit « Ceci est un grand titre », et pourtant, c'est bel et bien présent dans mon commentaire, dans mon code. En fait, on reconnaît les commentaires parce qu'ils sont toujours écrits en vert dans Visual Studio Code, donc dans cet éditeur de code. Et c'est assez pratique de savoir que les commentaires sont en vert et que du coup, ça, c'est pas affiché à l'écran. D'ailleurs, on va installer une nouvelle extension. Ça m'évitera d'à chaque fois devoir réactualiser, etc. Et donc, ça crée un petit serveur web en local dans votre ordinateur qui fait que dès que vous modifiez un fichier et que vous enregistrez, eh bien, ça apparaît automatiquement à l'écran. Donc, je vais tout simplement dans les petites extensions ici, les carrés, et puis je vais taper serveur. Celui qui m'intéresse, c'est live server et je vais faire installer tout simplement. Donc là, j'approuve l'éditeur, c'est très bien. Ça devrait donc s'installer tout simplement. Voilà, c'est fait. Donc là, je peux fermer ça, je peux fermer mes extensions et puis fermer l'explorateur en recliquant une fois dessus. Et là, j'ai un petit bouton qui a apparu grâce à l'extension qui s'appelle Go Live. Et donc quand je clique dessus, tout simplement, donc ça crée un serveur. Donc là, il faut juste que j'autorise l'accès, on s'en fiche, peu importe. Et donc je peux fermer tout ça. Et normalement, quand je vais faire une modification, eh bien elle apparaîtra directement ici. Il y a juste un truc que je vous ai pas dit. Normalement, on est censé utiliser des balises de base, une boilerplate, on appelle ça. Et ça permet voilà, de créer une structure de base que notre navigateur y comprend bien. Et ensuite, à l'intérieur, on écrit nos balises comme je viens de le faire. Donc, je vais vous montrer comment on crée la boilerplate. Pour ça, on écrit un point d'exclamation et on fait entrer tout simplement. Et là, voilà, on a le petit code de base qu'on est censé utiliser partout. Et à l'intérieur de body, c'est là que je vais mettre mes balises. Donc, je peux faire ça. Je les copie ou je les coupe. Donc, CTRL X ou commande X. Et puis, je les colle à l'intérieur. Donc, commande V. Et je peux ensuite enregistrer. Donc, commande ou CTRL S, tout simplement. Et donc là, si j'actualise,
eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence. J'ai effectivement donc ma page et simplement, ça, c'est des balises. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui permettent normalement de créer une page HTML de base. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que si par exemple, je crée un nouveau paragraphe et que j'écris nouveau paragraphe et que je fais enregistrer, donc CTRL S, eh bien, vous voyez que c'est apparu automatiquement, tout a été actualisé automatiquement et c'est ça l'intérêt de Live Server. Et ici, ça a démarré un serveur en local, donc sur une certaine adresse de notre ordinateur et ça permet, voilà, de l'actualiser automatiquement. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire, c'est ici dans les options, dans Fichier, activer l'enregistrement automatique et ça permet tout simplement de quand j'écris quelque chose, donc si je crée encore un nouveau paragraphe et que j'écris par exemple test, eh bien d'enregistrer automatiquement et voilà, la modification a été faite. J'ai même pas fait CTRL S ou Command S, tout a été enregistré tout seul. Donc ça c'est assez pratique. Moi j'aime bien faire Command S ou CTRL S, mais bon, chacun ses envies. En tout cas, voilà, c'est possible d'enregistrer automatiquement. Donc on a vu les titres, les paragraphes et les commentaires. Donc je vais zoomer à nouveau hein, parce que du coup, on a perdu le zoom que j'avais sur l'autre version. Donc là, je pense que c'est bien. Et donc, on a vu les titres, les paragraphes et les commentaires qu'on ne voit pas, que je ne peux pas vous montrer à l'écran. Moi, je vous propose maintenant qu'on voit comment on crée une liste, tout simplement. Donc, on a deux types de listes. On a les unordered lists et les ordered lists. Je vais vous montrer les deux, comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Donc, si je veux faire une ordered list, eh bien, je mets OL comme ordered list. Et puis, je fais entrer tout simplement pour ajouter la balise. Et ensuite, je crée un élément dans ma liste. Donc, un list item, un élément de liste. List item, LI. Et donc, là, je fais entrer. Et puis, je peux mettre, par exemple, faire le ménage. Dans mon deuxième élément, je vais mettre LI à nouveau. Aller en course. Et puis, je vais faire une nouvelle LI. Boire de l'eau, par exemple. Là, on voit que ça s'actualise à chaque fois automatiquement. Et vous voyez que une ordered list, donc une liste ordonnée, eh bien, automatiquement, le navigateur ajoute des numéros devant et ça se présente sous la forme d'une liste. Si j'avais fait une unordered list, ça m'aurait fait tout simplement des bullet points. Donc, par exemple, je mets UL, unordered list, donc liste non ordonnée. Je fais entrer et puis là, je peux mettre des éléments à nouveau, donc LI. Et j'ai dit par exemple test. Je peux à nouveau créer une autre LI et test 2 tout simplement. Donc là, ça s'enregistre tout seul. Et donc voilà, on a créé une liste avec des bullet points et une liste ordonnée tout simplement. Donc là, c'est une vraie page internet, hein. On va pouvoir mettre en ligne ce site internet. Vous allez voir, c'est quand même pratique. Il y a un truc que j'aimerais faire, puisque là, ça commence à être bien le bordel. Je commence à plus pouvoir me repérer. Il aurait fallu que je mette des indentations, voilà, pour que ce soit un peu plus propre. Mais je ne l'ai pas fait. Et il y a un logiciel qui permet de le faire tout seul, une extension. Donc on va l'installer et ça va me permettre de rendre mon code plus joli automatiquement à chaque fois que je vais enregistrer. Donc je vais aller dans les extensions et je vais taper Prettier. Prettier, tout simplement, comme ceci. Et je vais faire installer. J'approuve l'éditeur à nouveau. Et normalement, je ne sais pas si c'est déjà en place. Si je fais CTRL S, est-ce que ça se fait tout seul? Non. Donc, ça devrait en fait enregistrer et actualiser automatiquement, remettre le code propre. Donc, du coup, il va falloir que je la paramètre. Et pour le faire, donc je vais regarder ce qui est écrit juste en dessous dans l'extension. Et donc là, on me dit de modifier les paramètres de VS Code. Et donc pour ça, il faut ajouter tout simplement ces lignes-là dans les paramètres. Donc ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Et pour ça, je fais donc CTRL virgule pour accéder aux paramètres. CTRL virgule, c'est assez pratique. Sinon, je pense que vous pouvez y accéder depuis Settings, Préférences et Paramètres, tout simplement. Mais CTRL virgule, voilà, c'est le raccourci qui est écrit ici. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, on a un fichier qui s'appelle settings.json. Donc du coup, je vais essayer d'y accéder. Voilà, modifier dans settings.json. Et ici, voilà, c'est exactement ici qu'il va falloir que j'ajoute le paramètre qui était indiqué par Prettier. Donc je fais copier, tout simplement, et je vais le coller donc dans le fichier settings.json. Donc je fais coller comme ceci. Et à mon avis, j'ai pas besoin de ces trucs-là. Il faut que je le mette directement, donc juste ici.
comme ceci. Et là, du coup, je peux enlever. Et là, si je fais enregistrer, donc là, déjà, c'est pas mal. Et je crois qu'il faut encore ajouter quelque chose. Si je descends un peu plus bas, ici, je vois Editor Format on Save. Donc ça permet de formater automatiquement à un moment où vous enregistrez. Et donc, du coup, pour ça, je fais un copier, tout simplement. Je retourne donc dans mon settings.json. Et ici, je vais coller ça. Donc là, il y a deux balises qui s'appellent JavaScript. C'est pas bien. Il faudrait que je mette tout dans la même balise. Et donc, du coup, ça me donne quelque chose comme ça. Et si je vire donc cette balise qui était en trop, je crois qu'il me manque une virgule ici. Donc, je pense que je vous mettrai tout simplement le code en description que je viens de modifier ici. Ce sera plus simple pour vous. Et donc là, il y a juste à mettre true à la place de false, puisqu'évidemment, je veux que ça enregistre quand j'enregistre et pas que ça fasse rien, quoi, tout simplement. Donc là, si je reviens sur mon HTML et que je fais enregistrer, il ne se passe rien. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai mis le paramètre dans un objet JavaScript et c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Moi, je veux le faire pour tous les langages. Donc, je vais enlever mon JavaScript et on voit que le default formateur, il y est déjà. Donc, je vais pouvoir retirer cette ligne-là également. Et normalement, ici, si je fais enregistrer, on voit que là, voilà, ça l'a fait dans ce fichier-là. Donc, a priori, dans mon HTML, ça devrait le faire aussi. Si je fais CTRL-S ou Command-S sur Mac, eh bien, effectivement, regardez, c'est devenu beaucoup plus joli. Toute la présentation s'est refaite automatiquement. Donc, je peux fermer ceci, je peux fermer ça, je peux fermer ça. Et donc ici, on a quelque chose de plus lisible, on va dire, et de plus joli. Et donc, on a des indentations qui sont faites correctement. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une balise qui entoure une autre balise, eh bien, on a une nouvelle tabulation qui est faite automatiquement. Donc, vous voyez que j'ai pas précisé, mais sur les balises, on a à chaque fois une balise ouvrante et une balise fermante. Et puis, on a un slash avant la balise fermante pour indiquer que c'est tout simplement une balise fermante. Et donc, on peut mettre des balises à l'intérieur d'autres balises. C'est ce qu'on a fait pour les listes, tout simplement. Moi, ce que je vous propose, c'est de repartir de zéro pour faire quelque chose de plus propre et de créer un tableau pour vous montrer comment on fait les tableaux. Et donc, moi, je vais écrire tout simplement table. Je fais entrer et là, donc, j'ai créé un tableau, mais pour l'instant, il est vide. Dans un tableau, on a quoi? On a des lignes. Donc, les lignes en anglais, ça se dit row. Donc, TR, Table Row, TR. Si je fais entrer, maintenant, je vais pouvoir mettre des données dans mon tableau. Donc, Table Data. Là, je peux écrire quelque chose, donc coucou. Je peux écrire aussi quelque chose ici, donc test. Et donc voilà, là, j'ai un tableau avec la première case, la deuxième case. On ne voit pas mon tableau, il est un petit peu transparent parce que justement, on n'a pas fait de CSS. Mais si je crée par exemple une deuxième ligne, vous allez peut-être mieux comprendre, TR et donc TD. Et à nouveau, donc j'écris par exemple essai et TD deuxième essai. Vous voyez que là, ça prend un peu plus forme. On a la première case de notre tableau, la deuxième case, la troisième et la quatrième. Et donc, c'est sous forme de ligne. Vous voyez, TR, c'est une ligne et TD, c'est une donnée dans le tableau. Donc, ce que je pourrais faire, c'est ajouter une ligne qui me permet d'indiquer les titres de mon tableau. Donc, ce serait plus une table data, donc une table donnée. Ce serait plus une donnée de table. Ce serait un titre de table. Donc, table heading. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on faisait H1 pour faire heading 1, donc le titre de rang 1. Et si j'écris test ici, eh bien, j'ai un titre de rang 1. Eh bien, dans une table, c'est un petit peu pareil. Donc là, c'est un peu bizarre d'avoir mis ça dans une table. Donc, je vais faire CTRL-X et CTRL-V pour le remonter en haut. Et donc, si je saute une ligne et que je fais une nouvelle ligne, et que ici, à la place de mettre des table data, donc des données, je mets des TH, donc table heading, eh bien, là, j'ai un titre de table. Et donc, je peux mettre, par exemple, nom et un deuxième table heading, prénom. Et donc là, vous voyez que notre tableau, il commence à prendre forme. On a donc un titre de colonne avec autant de colonnes qu'on veut. D'ailleurs, si je veux rajouter une colonne, eh bien, j'ai juste à rajouter un table heading et donc me dire, par exemple,
que je veux une colonne âge. Et puis, si je veux des données un peu plus intéressantes, je pourrais mettre par exemple ici Monnier, Timothée. Et puis, je peux mettre par exemple qu'il a 22 ans. Voilà, je fais enregistrer pour refaire la présentation correctement. Je suis obligé de refaire CTRL-S ou Command-S. Mais voilà, j'ai commencé à faire un tableau et à le remplir. Donc voilà comment on fait un tableau tout simplement. Donc pour rappel, TR, ça veut dire Table Row. Row, c'est une ligne en anglais. Table Heading, TH, pour faire un titre de table. Et puis Table Data, TD, pour faire une donnée dans la table, tout simplement. C'est toute une histoire de sémantique dans le HTML. Si vous voulez faire un élément, eh bien, il vous suffit de réfléchir à ce que c'est. Si vous voulez une liste non ordonnée, c'est UL, parce que c'est Unordered List en anglais. Si vous voulez une liste ordonnée, c'est OL, puisque c'est Ordered List en anglais. Il y a juste quelque chose qu'on peut faire dans notre table pour que ce soit encore plus propre, c'est utiliser les balises T-Head et T-Body. Je vous montre ça tout de suite, T-Body, tout simplement. Et normalement, on est censé mettre toute la tête de notre table dans une balise T-Head, donc tout ce qui est nom des colonnes, etc. Et le corps, donc le body de notre table, dans le T-Body. C'est pas obligatoire de faire ça, mais c'est quand même recommandé puisque c'est comme ça qu'on fait une table proprement en HTML. Donc avec une balise table, un T-Head et un T-Body. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la première fois que j'ai fait du HTML, j'étais tout excité. C'est ce genre de truc là où je me dis « Waouh, je vais pouvoir faire plein de trucs avec ça ». Et c'est le cas, vous allez pouvoir faire plein de trucs. D'ailleurs, je voudrais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez déjà utilisé. Imaginez que vous êtes sur Pronote ou sur le site où il y a vos notes. Vous voulez modifier une note pour montrer à vos parents et tout ça et faire croire n'importe quoi. Ça, je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais des copains qui faisaient ça, donc c'était drôle. Et en faisant en fait tout simplement clic droit, inspecter, vous voyez que là, on a accès à exactement ce que j'ai écrit là, donc la structure de la page qui ressemble vraiment à ce que j'ai là. Et donc on peut voir en fait le code de comment une page est codée. Si je vous mets n'importe quelle page, par exemple google.com, donc on peut peut-être y aller en cliquant ici, apparemment non, si recherche Google. Et si je fais clic droit et que je fais inspecter, eh bien, on peut voir le code qui a été utilisé pour créer Google. Si par exemple je prends ceci, eh bien, je vois que c'est une image. Ou si je sélectionne par exemple ma barre de recherche, je vois que c'est une text area. Je suis d'ailleurs étonné, j'aurais pensé que c'était une input personnellement, mais c'est une text area. Je pense que même les développeurs ont pu apprendre quelque chose ici. Et donc, ce qui est marrant, c'est de pouvoir inspecter et de pouvoir analyser une page. Ce qui est cool, c'est que en passant ma souris dessus, je peux voir quel élément est concerné par quelle balise et donc facilement me dire « Ok, ça sert à faire ça, ça sert à faire ça, etc. » Ce que je peux faire aussi, c'est l'afficher en bas. Voilà, ça me permettra d'avoir un peu plus de place. Et donc, je vais vous montrer une petite fonctionnalité qui est que quand vous cliquez ici, eh bien, vous pouvez sélectionner un élément en cliquant par exemple sur « Âge » et vous allez retrouver tout simplement la balise concernée. Donc ce qu'on faisait, par exemple pour tricher, pour montrer que on avait eu un 18, etc. au lieu d'un 4 sur 20, eh bien on sélectionne cet élément-là, on prend par exemple 22 ans et je vais dire que en fait non, j'ai pas 22 ans puisque j'en ai 18 tout simplement et je fais entrer. Et là tout simplement, j'ai modifié la page, en apparence en tout cas, puisque évidemment elle n'est pas modifiée sur le serveur, donc si je réactualise, eh bien ça me remet le 22. Donc c'est juste rigolo pour pouvoir modifier des éléments sur une page, pour tester des choses, mais évidemment ça ne se modifie pas sur le serveur. Vous n'avez pas accès à leur serveur. Et voilà, maintenant qu'on a vu les tableaux, je vous propose de vous montrer comment je sais tout ça, parce qu'en fait, il y a un secret que tous les développeurs connaissent, qui est tout simplement le site MDN. Tout simplement, vous tapez ça sur Internet et vous allez tomber sur une documentation, vous cliquez sur HTML, qui a été créée par Mozilla, donc l'entreprise derrière Firefox. Et vous pouvez ici sélectionner la langue française et ça vous permet voilà, d'avoir beaucoup d'informations sur beaucoup d'éléments différents. Donc si vous allez dans éléments HTML, vous voyez que vous avez tous les types d'éléments. Donc si je vous mets par exemple, je vais essayer de retrouver la table, donc le tableau, ici table. Et donc ici, vous voyez qu'il nous donne des exemples. Et donc voilà, ça ressemble par exemple à ça, un tableau complet.
Donc voilà, vous voyez que c'est une documentation assez complète sur absolument tous les éléments HTML. Donc si vous avez besoin de quelque chose que vous ne savez pas faire, si je vous donne un exemple, par exemple, mettre une vidéo, eh bien, vous avez la réponse qui se trouve ici. Également, il y a un autre site secret qui est super connu en fait des développeurs, qui est W3School tout simplement. Et donc en allant dessus, vous cliquez sur HTML à nouveau. Et donc dedans, vous avez voilà, la même chose, peut-être en encore plus avancé. Donc il y a quand même quelques pubs parce que justement le site est gratuit, mais vous avez donc la description de plein de balises et ça vous aide voilà, à vous repérer dans une documentation, ce que je vous conseille d'apprendre à faire. Donc voilà, je vous montre W3School et MDN, je vous mettrai les liens en description. C'est un bon moyen tout simplement quand vous êtes perdu de retrouver une balise et d'apprendre à l'utiliser tout simplement. Donc je voulais vous montrer un exemple pour mettre une image. Donc je vais demander une image à Google. Par exemple, celle-ci, ça me va très bien. Elle est très grosse en fait. Je veux une image plus petite parce que le problème c'est que voilà, 300 par 200 c'est parfait. Je vais faire enregistrer l'image sous et donc je vais donc la mettre dans mes documents, dans projet HTML et je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais l'appeler tout simplement image enregistrée. Et si je regarde dans mes fichiers ici, je vois que mon image est arrivée ici. Et donc, moi, j'aimerais bien l'afficher sur ma page. Pour l'afficher sur ma page, tout simplement, je me mets en dessous de mon tableau et je vais taper IMG. Je descends d'un cran, je vais prendre IMG 2.s et donc je fais Entrée. Et là, on me demande la source de l'image. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle image.jpg. Regardez, on me la propose. J'ai juste à faire Entrée, tout simplement. Le Alt, c'est un texte pour les personnes malvoyantes. Ou pour le référencement aussi, ça sert. C'est pour dire à Google, cette image décrit une prairie. Donc par exemple, je vais mettre une prairie. Non, c'est pas une prairie, c'est une plaine, je sais pas. Et donc le SRC7, on s'en fout, je vais le retirer. Et si je fais donc CTRL S, eh bien évidemment, mon image est apparue. Donc vous savez faire un tableau, une image, des listes, etc. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, comme par exemple les liens. Ah oui, parce que si vous créez plusieurs pages sur votre site, vous avez quand même besoin de naviguer entre les pages ou même de faire un lien vers un autre site, hein, c'est possible aussi. Donc je vais vous montrer comment on crée un lien tout simplement. En fait, un lien en HTML, on l'appelle encre et donc c'est A. Et puis si je fais donc 2.link, et bien là on me propose voilà HTTP, etc. Dans un paramètre, vous voyez ici j'avais un paramètre, un attribut, ça s'appelle SRC pour décrire l'adresse de mon image, ou le nom de mon image en l'occurrence parce qu'elle est dans le même dossier, mais j'aurais pu ici, donc voilà, utiliser un attribut href pour dire que c'est un lien vers une autre page. Donc si j'avais fait une page par exemple test.html, eh bien j'aurais fait /test.html, et donc pour le texte j'aurais mis test tout simplement. Et là, normalement, c'est apparu. Voilà, j'ai un lien. Et quand je clique dessus, eh bien, j'arrive sur test.html. J'ai pas créé la page, donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut que je crée la page. Donc, je vais mettre test.html. Je fais entrer. Et là, si j'actualise, on voit que ma page est vide, mais ma page est bien là. Je vais refaire à nouveau, on se rappelle bien la boilerplate pour le HTML, c'est-à-dire un point d'exclamation et entrée. Et puis là, je vais enregistrer. Et si je fais actualiser, tout simplement, bien, il ne s'est rien passé, mais en tout cas, Live Server fonctionne automatiquement. Et donc, ça permet, quand j'écris du code, ça s'actualise tout seul. Ici, je vais refaire un lien, du coup, pour revenir à l'accueil, donc add.link. Et ici, je vais mettre /index.html. Et donc, je vais l'appeler retour à l'accueil. Maintenant, quand je clique dessus, je reviens à l'accueil et quand je clique ici, j'arrive sur ma page. Ici, évidemment, je peux mettre d'autres choses qu'un lien, comme par exemple une liste non ordonnée avec, par exemple, 1, 2 et 3. Donc c'est un peu con d'avoir utilisé une liste non ordonnée pour afficher 1, 2, 3, mais je l'ai fait quand même. J'aimerais juste vous montrer un petit peu à quoi elle sert cette boilerplate, tout ce qu'il y a autour là. Et donc je vais vous décrire un petit peu ce qui est écrit. Ici on a langue EN, donc c'est pour dire que la langue de la page est en anglais.
Chez nous, c'est pas vrai, c'est du français, donc je vais pouvoir corriger ça. Et si je reviens donc plus haut, ici, je peux mettre aussi que c'est du français, tout simplement. Ensuite, on a une balise head. Head, c'est la tête de page, c'est les en-têtes de notre page plutôt, et c'est ce qui décrit des informations qu'on va vouloir donner au navigateur ou au moteur de recherche. Par exemple, on peut vouloir dire que le titre qui a à afficher sur l'onglet, juste ici, soit par exemple page test. Ce n'est plus écrit, je ne sais plus, document, mais page test. Si je reviens à l'accueil, ça remet document. Et si je clique sur test, ça remet page test, tout simplement. Donc le title, ça sert à définir le titre de la page. C'est aussi le titre qu'on voit, donc généralement quand on fait une recherche Google. Et donc voilà, c'est ce sur quoi les gens vont cliquer. Après, Google décide un peu de ce qu'il met. Si vous avez mis par exemple un H1 à l'intérieur et que Google estime que c'est un meilleur titre, eh bien, il affichera le meilleur titre plutôt que page test. D'ailleurs, sur Google, vous avez aussi une petite description. Vous vous souvenez, quand on recherche quelque chose, si je mets T-Motion par exemple, eh bien ici, je vois qu'il y a à chaque fois une petite description et en haut, un titre. Donc le titre, c'est ce que vous avez ici. Et si vous voulez mettre une description, eh bien vous allez rajouter meta DESC comme description. Et puis vous allez dire cette page est un test. Et puis vous pouvez enregistrer. Si je reviens du coup dessus, on voit que il ne s'est rien passé, mais par contre, quand je serai sur Google, là c'est pas publié, donc ça peut pas apparaître sur Google. Et d'ailleurs, quand vous allez publier, vous inquiétez pas, ça va pas apparaître sur Google tout de suite, ça peut mettre beaucoup de temps, et surtout si vous n'avez pas fait de SEO, je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le sujet pour vous montrer comment référencer votre site, mais si vous n'avez rien fait, vous n'allez pas apparaître sur Google comme ça, comme par magie. Mais c'est important de savoir voilà, comment on met une description d'une page pour que ça s'affiche tout simplement dans les descriptions sur Google. D'ailleurs, je précise que Google prend un peu ce qu'il veut. S'il estime que votre description est moins bien qu'un contenu de votre page, il va prendre un contenu de votre page, il fait absolument tout ce qu'il veut. Donc avant de passer au déploiement de cette application ou de ce site internet, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, moi j'ai plutôt envie de dire cette horreur, ne vous inquiétez pas, on fera du CSS dans une prochaine vidéo, eh bien j'aimerais vous parler rapidement des balises sémantiques. Et donc la sémantique, en fait, ça sert à aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre page pour pouvoir l'indexer mieux, c'est-à-dire pour pouvoir apparaître plus dans les résultats de recherche et avoir plus de clics sur votre site. Et donc généralement, on utilise de la sémantique pour expliquer tout ça au moteur de recherche. Donc H1, c'est une balise sémantique puisque on dit qu'on crée un heading 1, donc un titre de rang 1, donc un grand titre. Mais il y a d'autres balises spéciales sémantiques, comme par exemple les sections. Si j'écris section, eh bien, je peux dire que j'ai une section dans mon site, section dans mon site. C'est une balise qui n'est pas visible, il n'y a pas de différence avec d'autres balises, simplement pour le moteur de recherche, eh bien ça lui indique qu'ici il y a une section. Ça permet de mieux référencer ou alors mieux pour vous de vous organiser tout simplement. Il y a aussi une balise article par exemple. Si par exemple vous écrivez un article, eh bien vous pouvez mettre cet article dans une balise article. C'est plus propre de faire comme ça. Également, ce qui est intéressant, c'est que généralement, vous savez, dans un site internet, si je vais par exemple sur le mien, eh bien, vous avez à chaque fois une tête de page, donc avec le titre, les liens, etc. Et puis, vous avez un pied de page, donc avec, par exemple, ici, un bouton rejoindre, un copyright, etc. Si j'ouvre une page, c'est toujours pareil. J'ai ma tête de page qui représente, voilà, les infos principales de ma page et mon pied de page. Et donc, tout ça, ça a un sens. On ne met pas tête de page ou pied de page comme on veut. On le met la tête de page en haut et le pied de page en bas. Et ce sont des noms de balises. Donc ces noms de balises, c'est le header et pas head, puisque head, c'est la balise de l'entête de la page. Là, on est dans le header, dans la tête de la page, pas l'entête de la page. C'est deux choses différentes, attention. Et donc, dans la tête de ma page, je veux mettre mon titre. Et puis, je veux mettre, par exemple, dans mon pied de page, je vais mettre un paragraphe avec copyright team-2024 si vous voulez. Je fais coller, j'enregistre et donc si je vais regarder ici je vois team-copyright 2024, eh bien ça je vais le mettre dans le pied de ma page. Donc pour ça je vais mettre un footer tout simplement. Et puis je peux mettre ça comme ceci tout simplement. Donc je vais regarder sur internet
puisque en fait, je me demande, voilà, header, footer, main. Généralement, on utilise tout ça. Et généralement, voilà à quoi ressemble une structure de page. On a d'abord un body, donc c'est le corps de notre page. Et dans le corps de notre page, eh bien, il y a un header, donc la tête de notre page. On a un contenu, donc généralement, on met dans une balise main. C'est ce que je vais faire ici. Main, c'est le contenu principal. Donc le bouton de retour à l'accueil, je vais le mettre dans le header parce que pour moi, ça fait partie de la barre de navigation qui est en haut de la page. Et donc pour ça, je fais donc Alt et je monte les flèches ou Options sur Mac. Je crois que c'est Alt sur Windows, sinon vous essayerez les autres touches. Et donc là, avec mes flèches, je peux décaler une ligne tout simplement vers le haut. Et si je regarde, donc il n'y a pas eu de différence notable, mais par contre, la modification dans la structure a été faite. Et donc le main, c'est pareil, je vais l'entourer autour de toutes mes balises, sauf le footer évidemment. Et c'est ça la structure habituelle d'une page. Donc un header, un main pour mettre les balises à l'intérieur et un footer pour mettre le pied de notre page. Ça permet de faire de la sémantique et que notre moteur de recherche et notre navigateur et d'autres développeurs par exemple puissent comprendre quel est le sens de chacune de vos balises, tout simplement. Donc ici, voilà, on voit qu'on a bien un footer à la fin. C'est à peu près comme ce qu'on avait fait. Donc là, voilà, on voit qu'il nous donne des exemples de comment on pourrait utiliser les balises sémantiques. Donc ici, c'est le header, la tête de page. Ici, c'est le main, donc le contenu principal. Et ici, on a le footer. Donc, on peut avoir une sidebar sur un site, des sections, et dans chaque section, on peut mettre des articles. Tout simplement, c'est un exemple de structure de page. Donc d'ailleurs, ce site Apprendre HTML et CSS a l'air très intéressant pour ce genre de choses. Donc je vous mettrai également le lien en description. Donc voilà, on a vu les bases. Vous avez de quoi créer un site. Alors, je vous l'accorde, un site pas très beau, mais un site quand même. Et ce qu'on va faire maintenant, comme promis, c'est déployer notre application sur Internet pour qu'il soit accessible de partout, que vous puissiez envoyer le lien à vos copains, etc. Vous allez être super fiers de votre premier site. Donc du coup, on va le mettre en ligne, c'est parti. Pour ça, la première étape, ça va être d'installer Node.js. Donc je vais taper Node.js. Je fais Download et puis je veux le télécharger. Donc pour Windows en x64, je vais faire Windows Installer MSI. Je clique dessus et donc ici, je clique sur les téléchargements et donc je vais attendre que ce soit terminé. Voilà, donc je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Et donc là, je vais installer Node.js. Donc comme tout à l'heure pour VS Code, on installe, on accepte, on next, etc. jusqu'à ce que tout soit installé tout simplement. Donc là, j'attends. Ça peut prendre un petit peu de temps. Normalement, c'est assez rapide. Là, il faut évidemment que j'accepte ce qu'il me propose pour l'installation et ça devrait bientôt être terminé. D'ailleurs, Node.js, c'est un système qui vous permet d'exécuter du JavaScript côté serveur. C'est super pratique, vous allez vous en servir, vous en faites pas. Vous ne l'avez pas installé pour rien. Donc là, finish, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir un terminal. Alors, il y a plein de façons de le faire. Soit vous allez dans Terminal et vous faites Nouveau terminal, donc ça s'affiche en bas. Sinon, l'autre solution, c'est de glisser vers le haut comme ceci. Et là, votre terminal apparaît tout seul, tout simplement, automatiquement. Donc, c'est super pratique. Je vais encore une fois cacher l'explorateur de fichiers. Et là, on va exécuter quelques commandes, juste histoire de déployer notre site internet et d'installer certaines choses qu'il faut installer. Donc la première commande, qui ne fonctionne que si vous avez installé Node.js, c'est npm i-g pnpm. Ça permet d'installer pnpm, qui est un concurrent à npm, on va dire, mais qui est un autre logiciel qui est beaucoup plus optimisé et qui permet de gagner du temps, notamment au niveau des installations, puisqu'il a un système plus optimal. Je ne vais pas vous détailler tout dans cette vidéo, mais c'est une bonne pratique que de faire ça. Donc, on voit que NPM n'a pas été reconnu. Donc, c'est très certainement parce que je n'ai pas redémarré mon système, peut-être bien. Je ne sais pas du tout, parce que Node.js, ça devrait marcher. Donc, si je refais Node-V, par exemple. Donc là, on voit que Node n'a pas fonctionné. Il va peut-être falloir que je le démarre. Si je fais Node.js, tout simplement en cliquant dessus, Node-V, Node is not defined, donc ok. Donc si je fais Node-V, là maintenant, ok, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être qu'il faut que je démarre
un command prompt, un CMD, et si je mets maintenant node-v, ça n'a pas fonctionné. Donc Node.js ne s'est pas installé correctement. Ce que je vous propose, c'est de faire... Et donc du coup, maintenant, on va faire exactement ce qui est écrit ici. Donc je vais copier les commandes qui sont écrites, et puis je vais glisser vers le haut pour ouvrir un terminal. Il y a une autre façon d'ouvrir un terminal, c'est de faire... Si je le ferme et je fais ici exécuter, terminal, nouveau terminal, eh bien j'arrive dans un terminal. Donc là, j'en ai ouvert 3, je vais peut-être les fermer. Et ici, donc on va exécuter les commandes qui sont ici. Donc j'ai juste à faire copier et coller ici, donc CTRL-V ou CTRL majuscule V, etc. Et là, si je fais entrer, normalement, donc tout va s'installer automatiquement. Êtes-vous sûr d'accepter ces contrats, etc. Oui, je suis d'accord. Je fais Y et entrée, donc yes. Ça n'a pas tout à fait fonctionné. Je pense qu'il faut que je redémarre mon ordinateur. C'est peut-être ça. Sur Mac, ça ne le fait pas, mais parce que j'ai l'habitude du Mac. Donc, je vais essayer de le faire maintenant. Donc, redémarrer tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai redémarré mon ordinateur en espérant que ce coup-ci, ça marche. Donc, je vais réouvrir Visual Studio Code. Et normalement, espérons que ce soit bon. Donc, mon terminal est toujours ouvert. Je vais attendre un petit peu qu'il s'initialise. Et donc, je peux fermer ça. Et si je mets node-v, ici, effectivement, ça fonctionne. Donc, il suffisait de redémarrer l'ordinateur. Enfin bref, on a Node.js qui est installé. On va pouvoir maintenant installer PNPM. Donc, pour ça, je fais npm i-g PNPM. Pourquoi je vous fais installer PNPM? Tout simplement parce que c'est un gestionnaire de paquets qui est beaucoup plus optimal que NPM. C'est une histoire de performance et c'est une bonne pratique que de faire ça. Donc, je vous conseille de faire exactement ce que je suis en train de faire. Donc, npm i-g PNPM. Donc là, c'est le bon moment de sortir ChatGPT parce que je suis sur un Shadow PC et je pense que ça va merder à cause de ça. Donc, je vais juste essayer d'exécuter ce truc-là pour voir si ça me débloque. Mais sur votre ordi, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. L'utilisateur, c'est quoi? C'est admin ou Shadow. Ok, modifier le paramètre du compte. Shadow, donc S-H-A-D-O-W. On va essayer de le faire. S-H-A-D-O-W. Et là, impossible de lier le paramètre scope. Donc on va mettre current user. Ça devrait marcher. Si je refais ceci. Ok, on va réessayer. Du coup, j'imagine que ça devrait maintenant mieux marcher. Donc npm i-g PNPM. Et là, ok, ça fonctionne. Donc en fait, c'est possible quand même de le faire. J'ai l'impression que c'était bloqué, mais il suffit du coup d'exécuter cette commande-là si vous avez le même problème que moi. Et ça devrait fonctionner. Je vous la mets également en description. Maintenant qu'on a du coup installé PNPM, on va installer Vercel, qui est un hébergeur et qui permet d'héberger très très facilement vos applications sur Internet. Donc on va mettre PNPM i-g Vercel. Je fais entrer et là j'attends de voir ce qui se passe. Donc la première étape c'était de faire PNPM setup apparemment, donc je vais mettre PNPM setup. Je fais entrer et là normalement c'est bon, donc je n'ai plus qu'à faire donc PNPM i-g Vercel. Avec les flèches du haut, vous voyez que je peux retrouver une commande que j'avais déjà fait avant et je fais entrer. Putain. Donc je pense qu'il faut que je crée un nouveau terminal tout simplement. Et là, je vais pouvoir réexécuter ma commande, donc PNPM i-g Vercel. Je fais entrer et là, ça ne marche pas. Donc je vais refaire PNPM setup et je vais refaire PNPM i-g Vercel. Donc ça, je pense que c'est encore dû à Windows. Il faut tout simplement redémarrer l'ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais redémarrer tout simplement. Et peut-être que ça marchera ensuite. Sur Windows, quand on a un problème, il faut redémarrer. C'est indispensable. J'ai pas l'habitude de Windows, j'utilise un Mac, mais je me disais que pour cette vidéo, ce serait bien. Ça permettrait de vous montrer comment faire chez vous et de me voir galérer également. Et aussi, il y a beaucoup plus de monde qui utilise Windows que Mac, donc du coup, cette vidéo pourrait coller à plus de monde, c'est pour ça. Donc du coup, maintenant, je prie pour que ça fonctionne. Donc je réouvre mon éditeur de code et là, je vais pouvoir refaire. Donc j'attends que le terminal se lance. Et donc maintenant, si je fais PNPM i-g Vercel et que je fais entrer, ça a l'air de fonctionner.
Et évidemment, ça fonctionne. Il suffit de redémarrer. Quand vous avez un problème sur Windows, il suffit de redémarrer ou d'aller voir dans des forums aussi, parce que là, le problème que j'ai eu juste avant était un peu plus complexe. Donc je vais juste exécuter ce qu'il me propose dans le warning, ça me permet d'être sûr que tout fonctionne bien. Donc pour copier dans le terminal, CTRL majuscule C, et pour coller, CTRL majuscule V, je clique sur Entrée. Donc là, je coche, donc il faut faire espace, et je clique sur Entrée à nouveau. Do you approve? On va mettre Yes, avec un Y. Et normalement, ça devrait être bon. Je vais juste refaire la commande pour voir s'il s'est passé quelque chose de plus. Et donc, effectivement, apparemment, il n'y avait rien besoin de faire de plus. Voilà, on va pouvoir maintenant créer un compte sur Vercel. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir mon navigateur. Et puis, je vais aller sur le site de Vercel, tout simplement. Je clique sur Sign Up pour me créer un compte, tout simplement. Et donc, je vais l'utiliser pour mes projets perso. Je vais l'appeler donc Team-. C'est le compte de la chaîne YouTube. Et ici, donc soit vous vous connectez avec GitHub, etc. Moi, je vais faire avec l'adresse email. Et donc, je vais mettre tutoteam@gmail.com. C'est l'adresse mail qui est associée à mon compte Google de la chaîne YouTube. Je ne sais pas si j'aurais dû divulguer cette info. Là, normalement, j'ai reçu un email. Je vais copier le code et je le colle ici. Donc, vous regardez dans vos emails, tout simplement. Ce sera très simple. Donc là, il vérifie et il vous redirige. Là, je pense que c'est bon. Mon compte a été créé. Donc là, j'ai accès à mon dashboard si je clique. Donc, c'est parfait. On va maintenant publier notre site. Et donc, pour ça, on fait Vercel. Tout simplement, pour déployer le dossier courant. Là, actuellement, je suis dans le dossier, vous vous souvenez, projet HTML. Donc, si je fais Vercel. Et que je fais Entrée, là, forcément, la première fois, ah bon, bah là, il m'a rien demandé de faire, donc je fais Yes, tout simplement. The specify token is not valid. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne suis pas connecté sur Vercel dans le terminal, donc il va falloir que je me connecte. Et pour ça, je vais exécuter donc ce qu'il me propose, Vercel login. Je fais Entrer. Et là, il me propose plusieurs façons de me connecter. Moi, je vais faire via email, tout simplement. Et donc, l'adresse email, donc je remets la même, tutoteam@gmail.com, et je fais Entrer. Donc là, on m'a envoyé un email. J'ai juste à valider l'email en cliquant dessus, j'imagine. Donc, si je regarde, effectivement, j'ai bien reçu un email et donc avec un numéro. Si je clique dessus, donc ça me demande un code et j'ai pas de code à fournir, tout simplement. If you have an account, we have sent a code to tutoteam, enter it below. Donc, le code, ah bah oui, c'est celui-là, 776876, 776876, ok, normalement c'est bon. Congrats, ok, tout s'est bien passé, ça a marché. Donc, il va juste falloir que je fasse à nouveau, du coup, Vercel. Puisque maintenant je suis connecté, et je fais Entrer. Donc là, il me demande si je veux Setup and Deploy. Par défaut, c'est Yes, donc je fais Entrer, c'est bon. Quel scope? Donc, Team-project, c'est très bien, je fais Entrer. Est-ce que je le lie à un projet existant? Non, pas du tout. Ensuite, comment je l'appelle? Projet HTML, ça me va très bien, je fais Entrer. Je fais à nouveau Entrer dans quel dossier est-ce que c'est? C'est le dossier courant, donc /, c'est parfait. Et ici, il me demande si je veux modifier les scripts. Je ne vais rien modifier, je fais Entrer à nouveau. Et ici, l'upload est en train de se faire. On voit que mon application est en train d'être déployée. Et si on regarde production, on a une URL, donc je peux faire CTRL-clic pour l'ouvrir. Et je fais ouvrir. Et ici, voilà, on a notre site internet qui est dispo en ligne depuis internet. Donc je peux zoomer comme tout à l'heure. Et donc ça me permet, voilà, de me balader. Et ça a été publié en ligne, donc c'est accessible sur internet sans problème. Moi, j'aimerais bien que le nom de domaine soit à peine plus joli, parce que là, c'est vraiment le bordel. On va juste essayer de faire tout simplement Vercel._prod. Et à chaque fois que vous allez vouloir mettre à jour votre site internet en ligne, vous allez refaire Vercel._prod, tout simplement. Et donc là, si je regarde, j'ai bien mon URL de production quand je clique. Donc là, l'URL est toujours pas très belle. Je vais retourner sur Vercel
et je vais faire actualiser. Et on voit que là, j'ai projet HTML qui est apparu. Et si on regarde les noms de domaine, voilà, il m'a fait un nom de domaine à peine plus joli, projet-html-tree.versel.app. Et donc là, voilà, mon application est disponible sur ce site-là. Vous pouvez y accéder, je vais vous le mettre en description. Donc il n'y a rien d'intéressant. En plus, j'ai pas 22 ans, d'ailleurs j'ai 21 ans. Donc voilà, tout est faux, tout est mal fait. Mais voilà. Ce qui est intéressant sur Vercel, c'est que voilà, ça va vite, c'est pratique, c'est super simple à déployer. Donc il y a juste la première configuration, mais une fois que vous avez fait votre première configuration, il n'y a plus qu'à faire Vercel point et c'est terminé, quoi. Tout se met en ligne tout seul. Si vous mettez moins prod si vous voulez le mettre en production puisqu'il y a un mode de test, si vous voulez mettre en environnement de test. Mais voilà, c'est tip top. Et donc ici, vous avez une petite interface. Et si vous souhaitez connecter un nom de domaine, vous allez dans les paramètres, vous allez dans domaine, et là, vous allez pouvoir ajouter n'importe quel nom de domaine. Donc par exemple, je pourrais le mettre sur team-.com, et bien à la place de team-.com, d'afficher cette application, enfin ce site internet un peu pourri. Je pourrais le faire si je le voulais, mais en l'occurrence, je ne veux pas. Si vous voulez aller plus loin dans le code et que vous voulez continuer d'apprendre, je vous invite à vous abonner à ma newsletter en description, c'est 100% gratuit et je vous envoie une fois par semaine un email dans lequel je vous partage mes découvertes, etc. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a aidé, vous voudrez très certainement apprendre CSS pour améliorer considérablement votre site internet. Ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici. Donc allez-y, cliquez maintenant pour voir la vidéo. Allez, j'attends. Je vous laisse cliquer. C'est tout facile.